peut le déduire d'après le titre de ma présentation, je m'intéresse au texte de Marguerite Duras, La mort du jeune aviateur anglais, et en particulier au questionnement dans l'écriture des limites éthiques de la représentation. Enfin, je dis dans l'écriture, mais ce n'est pas tout à fait juste. Le texte est tiré plus ou moins directement d'un film entretien du même nom avec Benoît Jacot. Donc, en 1993, entre Trouville, l'appartement parisien de Duras et Neauphle-le-Château, donc une autre résidence de l'auteur, le cinéaste filme des entretiens, décrits comme des moyens métrages. Donc, ces entretiens portent les titres D'écrire et La mort du jeune aviateur anglais. Duras reprend rapidement la matière de ses films pour en faire des textes publiés sous le titre Écrire et qui sont considérés comme certains des derniers textes de l'auteur qui décède 3 ans plus tard. Donc, pour l'essentiel, ce qui est dit dans le film, La mort du jeune aviateur anglais, est repris relativement tel quel dans le texte du même nom. Cependant, et c'est ce qui va m'intéresser du moins en partie aujourd'hui, on retrouve dans le film des questionnements sur la possibilité de la représentation du récit de la mort du jeune aviateur. Donc, ces questionnements sur la forme semblent plus tranchés dans le texte. Forcément, si l'auteur publie le texte tel quel, c'est qu'elle a résolu une partie de ces questions. Le texte est également encadré de certains dispositifs révélateurs du soin que met l'auteur à contextualiser son récit. Avant de passer à l'étude en tant que telle des modalités de la représentation, je vais un petit peu résumer le contenu du texte du film pour vous en donner une idée plus claire. Bon, pour une fois, la question de la voix, la narration est assez claire. C'est vraiment Duras qui parle, il n'y a pas de narration qui complexifie l'étude discursif. Donc, Duras relate l'écrasement de l'avion d'un jeune aviateur, je cite, au dernier jour de la guerre, au sommet d'un arbre en Normandie. Les villageois auraient ensuite longuement tenté d'extirper le corps de l'avion en flammes et une fois le corps descendu, l'ont enterré dans le cimetière de l'église. Bon, on parle aussi d'un vieil homme qui, plus tard, vient se recueillir sur la tombe et parle aux villageois du jeune homme. Donc, Duras entremêle ce récit d'une mort avec le récit de la mort de son propre petit frère ainsi que ses impressions sur les environs de la tombe, sur le paysage du Calvados. Donc, ce n'est pas la première fois que Duras s'approprie des événements difficiles, notamment dans Hiroshima, mon amour, comme dans La douleur et l'article sublime, forcément sublime, Christine V. Une tension entre éthique et esthétique qui peut déjà se lire. Si on rappelle la phrase souvent citée de la préface de La douleur, le mot écrit ne conviendrait pas. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment au regard de quoi la littérature m'a fait honte. Donc, à chaque fois dans ces textes, dont la plupart sont assez tardifs, il faut dire, Duras travaille soigneusement les modalités de représentation et prépare en quelque sorte la réception de ses textes. Les procédés qu'elle utilise se retrouvent aussi dans La mort du jeune aviateur anglais, en partie. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les différences sont assez légères entre le film et le texte. À l'écrit, Duras gomme les références au communisme et à la religion, ce qu'elle fait souvent quand elle retravaille ses textes. Certaines formulations plus orales sont retouchées, certaines informations imprécises semblent avoir été vérifiées entre l'entretien et la publication. Dans le film, Duras dit cependant « Je dis que je ne pourrais pas l'écrire et peut-être que je ne peux pas l'écrire, c'est possible ça, parce que je ne crois pas que ça puisse passer aux autres. » C'est comme ça qu'elle le dit, là, mais je pense qu'il y a vraiment la notion de transmettre. Le récit, peut-être davantage, ce n'est pas un récit d'ailleurs, c'est un fait. Bon. Donc Duras reconnaît une certaine singularité à l'histoire qu'elle tente de raconter. La difficulté, la délicatesse de transmettre le récit de la mort du soldat de 20 ans fait que l'écriture ne va pas de soi. Toutefois, l'écriture a lieu et ce passage qu'on voit ici ne se retrouve pas dans le texte final, elle l'écarte. Des doutes demeurent sur l'écriture, mais la volonté de transmettre ce qu'elle décrit comme une grande émotion, de transmettre ce que lui fait ressentir la pensée de l'événement, dépasse la simple énumération de faits. Pour Duras, l'écriture parvient à dire autre chose que les faits brutaux, c'est un terme qu'elle utilise à quelque part, ce dont témoigne son désir de faire livre. J'aimerais aussi m'attarder sur cet extrait tiré du film et non du texte, mais il se retrouve à peu près de façon assez similaire. Donc, je vais peut-être pas le lire en entier, c'est un peu long, mais donc j'aimerais peut-être aussi juste ajouter dans le texte, ne pas accompagner l'essentiel est remplacé par ne pas accompagner la mort. Donc, on peut voir plusieurs choses dans cet extrait. Avec les premières phrases sur le village, apparemment qui possède une belle cathédrale, on peut voir que l'importance n'est pas accordée au récit historique ou à possédant un but esthétique. Le passage fait d'ailleurs écho à une autre partie du texte qui dit « Tout autour de vos villes, ce sont de très vieux chemins d'avant le Moyen-Âge, des premières routes des hommes de la côte. Il y a sans doute beaucoup de gens qui auraient écrit l'histoire des routes. » On comprend que Duras ne se considère pas comme faisant partie des gens qui auraient écrit l'histoire des routes. Pour elle, l'événement de la mort est soustrait aux considérations historiques ou esthétiques et l'événement se tient seul.
C'est aussi ce qu'on peut voir dans la seconde partie de l'extrait. Pour parler de l'événement de la mort, il semble lui être essentiel de n'écrire que sur les faits, sur ce qu'il est possible d'observer, et de là de remonter à l'émotion suscitée en elle. Ne rien inventer, ne pas accompagner l'essentiel. Les hésitations autour de la forme écrite sont donc surmontées, et l'auteur se donne des balises, justifiant devant son lecteur le choix de raconter l'histoire du jeune aviateur mort. Donc, un souci de réalisme, une garantie de rester près des faits, semble être de mise pour parler du mort. Duras légitime d'ailleurs sa parole en expliquant la provenance de l'histoire du jeune aviateur par ses conversations avec les gens du village ou avec la vieille gardienne de l'église, dont on sous-entend qu'ils ont été témoins de l'événement. Donner des garanties de réalisme au lecteur est un souci omniprésent dans le texte. À plusieurs reprises, Duras fait mention notamment de la photographie. On pourrait photographier la tombe. Elle se présente comme effectuant une simple transmission des faits et des émotions qu'elle ressent devant ces faits, et ainsi justifie éthiquement sa démarche. Bon, bien entendu, tout n'est pas si simple. Aussitôt ces principes énoncés, Duras s'en écarte, à commencer par la visite de la pierre tombale. Filmée, dans le film de Jacot, donnée en preuve incontestable, elle est la source du texte. Pourtant, au premier regard, on remarque déjà des anomalies. L'exergue du livre « Écrire » va comme suit. Je dédie ce livre à la mémoire de W.J. Cliff, mort à 20 ans à Beauville en mai 1944 à une heure restée indéterminée. Bon, l'allusion à l'heure indéterminée indique, vous en conviendrez, une précision documentaire. L'auteur revendique l'exactitude des faits qu'elle présente. Or, dans le film de Jacot, comme sur les images facilement accessibles, on la voit devant la tombe, qui l'observe, qui se recueille. La tombe indique le décès du jeune aviateur en date du 22 août 1944, et non pas du mois de mai. Bon, ce n'est pas très révélateur, là. Mon but n'est pas de me lancer dans une vérification des faits frénétiques, mais il me semble que c'est déjà un indicateur que le lecteur ne devrait pas placer trop de foi en le pacte de véracité que nous présente Duras. Ainsi, l'invention littéraire est bien présente dans le texte, et l'auteur s'en sert pour reconstituer les derniers instants et des pans de la vie du jeune mort. Duras le représente comme un enfant joueur et innocent. C'était les derniers jours de la guerre mondiale, le dernier peut-être, c'est possible. Il avait attaqué une batterie allemande pour rire. Comme il avait tiré sur leur batterie, les Allemands avaient répliqué, ils ont tiré sur l'enfant, il avait 20 ans. Et plus loin, elle dit « Je le voyais partout, l'enfant mort de jouer à la guerre, de jouer à être le vent, à être un English de 20 ans, héroïque et beau, qui jouait à être heureux. » Donc Duras reconstitue l'identité et le physique du jeune soldat pour le faire correspondre à l'idée de la jeunesse telle qu'elle la conçoit, à l'idée de l'enfant fauché dans la fleur de l'âge. Plus encore, elle met des plaintes dans la bouche du mort. La mort longue à venir et la douleur du corps déchiré par l'acier de l'avion, il suppliait Dieu de le faire mourir pour lui ne plus souffrir. À partir de ce qu'elle connaît, des faits qu'elle nous rapporte, la parole littéraire lui permet d'entremêler, de remodeler, de boucher les trous du récit afin d'en faire un qui correspond à son projet littéraire. Il y a un procédé récurrent dans le texte qui est l'insertion de la possibilité, sans affirmer, sans déclarer. Le peut-être lui permet de respecter les balises qu'elle nous dit avoir instaurées, tout en projetant le lecteur dans un imaginaire par moments lyrique. Un des exemples les plus frappants dans le texte est lorsque Duras parle du vieillard anglais qui est le seul à venir visiter la tombe du jeune aviateur. Ses visites sont attestées, il est connu des villageois. Toutefois, juste après avoir renforcé l'apparence de véracité en donnant le kilométrage exact entre le village et les plages de débarquement, d'ailleurs c'est le 75e anniversaire aujourd'hui même, Duras bascule immédiatement à nouveau dans l'appropriation du récit, de façon assez curieuse. Le vieux monsieur anglais leur avait parlé de cet enfant. Ce vieux monsieur n'était pas le père de cet enfant. L'enfant était orphelin, il devait être son professeur ou peut-être un ami de ses parents. Cet homme aimait cet enfant-là, autant que son fils, autant qu'un amant, peut-être aussi, qui sait. De manière très surprenante, Duras ajoute soudain un pan entier à l'invention romanesque autour du jeune aviateur dont elle ne connaît pourtant que la tombe en granit gris, comme il nous le rappelle à de nombreuses reprises. Le souci de vraisemblance, bien que ménagé par les marqueurs d'hésitation, peut-être, qui sait, est bien malmené. La contradiction est frappante. Pourquoi introduire ces interrogations? À quel moment surviennent-elles dans l'émotion endeuillée que l'auteur dit ressentir? Les inclure, sans les affirmer, permet à l'auteur de se dédouaner de l'obligation de s'en tenir au fait qu'elle s'est elle-même imposée. Le texte oscille entre les détails soigneusement vérifiés et l'invention totale. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le paragraphe suivant. Je voudrais raconter le cérémonial qui s'est créé autour de la mort du jeune aviateur anglais. Je sais certains détails, tout le village a été concerné, il a retrouvé une sorte d'initiative révolutionnaire. Je sais aussi que la tombe a été faite sans autorisation, que le maire ne s'en est pas mêlé, que Beauville était devenue une sorte de fête funèbre autour de l'adoration de l'enfant, une fête libre de pleurs et de chants d'amour. Donc je trouve qu'on voit particulièrement bien les stratégies à l'œuvre ici dans le glissement vers la fiction et le lyrisme. Donc Duras commence par exprimer le désir de raconter le cérémonial. Donc elle pourrait le faire grâce à certains détails qu'elle nous présente, qu'elle connaît, mais rapidement l'écriture s'emballe et ses phrases ne sont plus précédées
par des marqueurs de connaissance, le paragraphe s'achève dans une description de l'événement qui correspond probablement à l'idée que s'en fait l'auteur. Duras fait donc mine de nous présenter des faits alors qu'immédiatement elle glisse dans le littéraire, elle fait récit à partir de ce qu'elle apprend. De façon plus violente encore, en plus de faire récit, elle fait œuvre. Elle intègre la mort du jeune aviateur dans son œuvre littéraire. Elle l'inscrit à même des textes qui sont résolument de fiction, comme en témoigne l'inclusion de quelques passages sur la mendiante, qui est un motif assez commun chez Duras, mais qui n'a pas raison d'être dans le texte par ailleurs. Cette figure est d'ailleurs ajoutée par après au moment de la mise en texte de la matière. Elle ne le mentionne pas dans le film. L'apparition de la mendiante, ainsi que d'autres motifs très communs dans les textes de Duras, la rivière, la forêt, indiquent le caractère très littéraire du texte et surtout ça tend des liens intertextuels vers les autres textes fictionnels de l'auteur. Le souci de réalisme, s'il est présenté par l'auteur comme une condition à une représentation justifiée éthiquement, laisse donc place, immédiatement après son énonciation, au lyrisme. Il est donc important de marquer la singularité de la parole au nom du mort, mais les précautions qu'on annonce ne sont pas suivies. Donc la contradiction qui apparaît structure le texte. Le lecteur, la lectrice se fait sans cesse rappeler le caractère irreprésentable du récit qu'on lui met pourtant sous les yeux. J'ai voulu écrire sur lui l'enfant anglais, et je ne peux plus écrire sur lui, et j'écris, vous voyez, quand même j'écris. C'est parce que j'en écris que je ne sais pas que ça peut être écrit. Je sais que ce n'est pas un récit, c'est un fait brutal, isolé, sans aucun écho. Les faits suffiraient, on raconterait les faits. Donc, alors qu'on nous présente au départ le texte comme une histoire qu'on veut nous raconter, force est de constater qu'il s'agit peut-être d'un texte essayistique, qui mérite pleinement sa place dans un recueil portant le titre « Écrire ». Donc, à un autre endroit, je cite « L'écriture de la littérature, c'est celle qui pose un problème à chaque livre, à chaque écrivain, à chacun des livres de chaque écrivain, et sans laquelle il n'y a pas d'écriture, pas de livre, rien. » La parole proprement littéraire, pour Duras, implique donc de se confronter à l'intraduisible, à ce qui pose un problème éthique par sa représentation. L'écriture telle qu'elle la conçoit serait donc nécessairement aporétique, énonçant le respect de l'altérité tout en effectuant une appropriation complète de celle-ci. Il serait nécessaire de donner à voir, comme un récit universel, la mort insensée d'un jeune homme, et cette nécessité subordonnerait les réserves que l'auteur semble éprouver, ou du moins qu'elle met en scène. Donc, dans ce texte, on ne défend pas une liberté sans bord de l'écriture, ni une conception abstraite de l'art pour l'art. L'auteur reconnaît la difficulté de son sujet, s'interroge sur les modalités de la représentation, et l'écriture déploie des stratégies rhétoriques afin de faire adhérer le lecteur ou la lectrice au récit, afin d'atténuer la violence de l'appropriation du récit de l'autre. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'auteur trace à quelques reprises un rapprochement entre le jeune aviateur anglais et son propre petit frère qu'elle aimait beaucoup, qui est mort pendant la guerre du Japon et qui a été enterré dans une fosse commune, faisant contraster la mort d'une jeunesse célébrée, portée par un village, et la mort d'un jeune homme seul, sans sépulture, plaçant cette fois l'aviateur anglais comme favorisé en quelque sorte dans le récit, favorisé devant l'injustice et la violence universelle dénoncée par le texte. Les ajouts au texte, donc que ce soit les fragments sur son frère ou les références intertextuelles à d'autres de ses textes, font passer celui-ci hors de la raison, hors des tentatives esthétiques pour l'inscrire dans un projet plus large, voire politique de l'œuvre de Duras. Donc là, je cite un autre passage. Ce livre n'est pas un livre, ce n'est pas une chanson, ni un poème, ni des pensées, mais des larmes, de la douleur, des pleurs, des désespoirs qu'on ne peut encore arrêter ni raisonner. L'auteur s'approprie la souffrance afin de la faire tendre vers l'universel, comme elle le fait dans Hiroshima mon amour, dans La douleur, dans Sublime forcément Sublime Christine V. La nature même de la parole littéraire est interrogée. Si elle devient porteuse de la voix des morts, peut-elle servir un but esthétique? Pour Duras, elle ne peut servir que, je cite, des colères politiques fortes comme la foi en Dieu, plus fortes encore que cela, plus dangereuses parce que sans fin. Délimiter la création, réfléchir aux limites de l'art, mais aussi aux limites de ce que l'art peut porter, est un questionnement constant dans l'écriture de Duras, et ce texte en est une des manifestations les plus abouties.